Un mois après l'affaire Carola Rackete, les divisions sur le sujet migratoire sont toujours vives. Alors que plusieurs pays européens se sont entendus sur la création d'un mécanisme de solidarité, le ministre de l'Intérieur italien s'oppose toujours aux décisions de Paris et Berlin. C'était presque déjà écrit, Boris Johnson succède à Theresa May à la tête du parti conservateur et au poste de Premier ministre britannique. Entre le Brexit et la crise avec l'Iran, les défis à relever pour l'ancien maire de Londres ne manquent pas. Aujourd'hui, 23 juillet, c'est le jour de libération fiscale, le jour où vous cessez symboliquement de travailler pour l'État et que vous récoltez enfin le fruit de votre labeur. Retour sur une gabegie fiscale française. Madame, Monsieur, bonsoir. Matteo Salvini poursuit son bras de fer migratoire alors que l'affaire Carola Rackete a ravivé les tensions entre l'Italie et ses voisins européens. Matteo Salvini s'en prend une nouvelle fois aux décisions de Paris et Berlin concernant l'accueil des clandestins. Thibaut Bastide. Matteo Salvini tape du poing sur la table. Porte-voix de la lutte contre l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur italien a réitéré son opposition aux décisions prises conjointement par Paris et Berlin. Dans un courrier adressé à son homologue français Christophe Castaner, Matteo Salvini refuse que la France et l'Allemagne aient le monopole des décisions sur la politique migratoire et s'insurge que l'Italie ne soit pas consultée sur le sujet. Un nouveau coup de gueule sur l'immigration alors que le ministre de l'Intérieur italien en a fait son cheval de bataille depuis son arrivée au ministère de l'Intérieur en juin 2018. Si Matteo Salvini est coutumier de ce genre de sortie fracassante, cette dernière intervient quelques jours seulement après une réunion à Helsinki. Une réunion au cours de laquelle les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'entendre sur un mécanisme de solidarité visant à mettre fin à l'errance des bateaux interdits de faire débarquer des clandestins secourus en Méditerranée centrale. Une allusion évidente à l'affaire Carola Rackete qui a cristallisé les tensions sur le sujet migratoire. Lors de la réunion d'Helsinki, l'Italie et Malte ont présenté un texte qui préconise le débarquement et la création de centres d'accueil temporaires et d'identification des migrants dans les pays limitrophes au pays de départ. Ainsi, la déclaration de Matteo Salvini intervient dans un contexte de déchirure européenne, mais le courrier a semble-t-il fait son petit effet. En effet, lundi, au cours d'une nouvelle réunion à Paris, à laquelle Matteo Salvini n'a pas participé, les ministres des Affaires étrangères et de l'intérieur d'une quinzaine de pays européens se sont entendus sur la question. 14 pays européens ont donné leur accord, dont 8 de manière active pour mettre en œuvre le fameux mécanisme de solidarité visant à se répartir les migrants secourus en Méditerranée. Ainsi, en échange de l'ouverture des ports italiens et maltais, ce mécanisme prévoit de répartir aussi vite que possible les personnes demandant l'asile dans les pays faisant partie de cette coalition. En somme, l'Italie et Malte accueillent, les autres se répartissent ensuite les nouveaux arrivants. De quoi une nouvelle fois faire grincer des dents le ministre de l'Intérieur italien alors qu'il a expliqué avoir fermé ses ports en raison de l'absence de partage du fardeau. En promettant d'emblée une répartition, l'objectif est clair, mettre fin au bras de fer à répétition avec Rome sur la question. S'il s'agit d'une première main tendue vers l'Italie, la mise en place de ce mécanisme de solidarité ressemble avant tout à un écran de fumée pour faire plier Matteo Salvini. Mais le ministre de l'Intérieur italien ne semble pas prêt à céder alors qu'une nouvelle réunion devrait avoir lieu à Malte en septembre. Boris Johnson prend ses quartiers au 10 Downing Street comme prévu. Le partisan d'un Brexit dur succède à Theresa May à la tête des conservateurs. Avec 2/3 des voix, il accède par là même au poste de Premier ministre. Le début d'un parcours qui promet d'être semé d'embûches. Une fois n'est pas coutume, les sondages et les bookmakers étaient bien accordés. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, était le mieux placé pour remplacer Theresa May. Si l'intéressé avait déclaré naguère avoir autant de chances de devenir Premier ministre que de se faire décapiter par un frisbee, le destin en aura finalement décidé autrement. Une consécration face à Jeremy Hunt pour celui qui a subi de nombreuses attaques médiatiques ces dernières semaines. Mais cette consécration apparaît davantage comme une patate chaude. En effet, face à son échec pour mener à bien le Brexit, Theresa May a raccroché les gants, mais la donne n'a pas changé depuis. L'arithmétique parlementaire est toujours la même et les partisans d'un no deal jouent toujours des coudes face à ceux qui plaident pour une sortie avec un accord. Le jeu de pouvoir va donc se poursuivre face à Boris Johnson, qui annonçait il y a peu que le Brexit aurait lieu coûte que coûte le 31 octobre prochain, y compris sans conclusion d'accord avec les instances européennes. C'est d'ailleurs cette opiniâtreté qui sera l'unique changement pour les Britanniques. Mais rien n'indique qu'elle suffira à Boris Johnson pour aller au bout de son idée.
En effet, les oppositions face au scénario d'une sortie dure n'ont pas l'intention de se mettre en sourdine. Certains opposants au Brexit poursuivent par ailleurs leur partition en agitant les peurs et l'imbroglio. L'ancien Premier ministre travailliste Tony Blair a d'ailleurs commencé la manœuvre en exhortant Boris Johnson, avant même son arrivée au pouvoir, d'organiser un nouveau référendum pour sortir du cauchemar du Brexit. Une possibilité qui plane au-dessus de la Grande-Bretagne depuis longtemps, mais qui apparaît toujours peu probable aujourd'hui. Le nouveau Premier ministre a toutefois déjà trouvé une idée originale pour mettre l'opposition en veilleuse, avancer leur congé pour qu'ils partent en vacances dès le mois d'octobre, en plein dans la période cruciale pour solder le Brexit. Une stratégie qui ne devrait pas passer, y compris dans le camp des conservateurs, et qui serait donc très risquée pour la majorité qui s'impose simplement avec 3 députés supplémentaires. Quoi qu'il en soit, en attendant les avancées sur le Brexit, Boris Johnson arrive aux manettes dans une situation de tension extrême avec l'Iran après l'arraisonnement d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz vendredi dernier. Un dossier pour lequel son ancien portefeuille de ministre des Affaires étrangères devrait servir, même si son image à l'international n'est pas particulièrement appréciée. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, c'est le jour de votre libération fiscale. Pour résumer, jusqu'à aujourd'hui, le fruit de votre travail bénéficiait au compte public. Une pression fiscale pour laquelle la France est devenue championne. Explication avec Olivier Frère-Jacques. 203 jours de travail pour l'État. C'est aujourd'hui que vous pouvez enfin profiter du fruit de votre labeur, si l'on tient compte du calcul du jour de libération fiscale, établi en France depuis 20 ans par l'association Contribuables Associés. Pour parvenir à la date du 23 juillet, l'association de contribuables se base sur des données de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui établit le poids des dépenses publiques, qu'elles émanent de l'État central, des collectivités territoriales, des systèmes de sécurité sociale ou encore de l'Union européenne, des dépenses rapportées au PIB, le produit intérieur brut, qui constitue les richesses créées par les Français. Et pour cet exercice 2019, les résultats sont comme toujours éloquents. Sur chaque euro produit par le secteur privé, la sphère publique en prend plus de la moitié. Et si le calcul pourrait être légèrement relativisé au vu des dépenses publiques utiles en matière de voies de communication et d'infrastructures notamment, les résultats font état d'une pression fiscale inédite en France, comme le rappelle le directeur de Contribuables Associés, Eudes Beaufreton. La France, une fois encore, est la championne d'Europe, mais aussi des pays de l'OCDE du niveau de dépenses publiques. Et c'est ce que montre le jour de libération fiscale calculé par Contribuables Associés. On ramène en nombre de jours, finalement, ce que représentent les impôts payés par les Français sur une année calendaire. Et puis on compare avec d'autres pays. On se rend compte que la France décroche le bonnet d'âne tant au niveau des dépenses publiques qu'au niveau des impôts. Ainsi, des pays de l'OCDE, c'est la France qui est la championne, avec 203 jours travaillés pour l'État, contre 191 pour la Belgique ou encore 185 pour le Danemark et 180 pour l'Italie. L'Irlande et ses 93 jours de travail pour l'État paraît de son côté à des années-lumière de la France, ce qui permet aussi de comprendre l'intérêt des investisseurs pour l'île gaélique. En termes de moyenne, le chiffre de 171 jours travaillés pour l'État est retenu pour la zone euro dans son ensemble, ce qui fait tout de même plus d'un mois de moins que la France. Quant au classement général des pays de l'OCDE, la moyenne est de 147 jours, soit pas loin de 2 mois de moins que la France. Et parmi les causes qui font de la France un champion de l'impôt, on retrouve l'absence totale de réformes structurelles dans le pays qui empêche de relancer la machine économique. Il n'y a aucune réforme structurelle qui n'a été menée, des réformes structurelles qui auraient permis précisément au pays de se relancer à tout point de vue, économiquement parlant. C'est-à-dire que si les impôts, les charges sont moins importantes, et bien effectivement le pays est plus dynamique, il y a moins de chômage, on rentre dans un cercle vertueux et non pas vicieux. Or, ces réformes-là n'ont absolument pas été menées par Emmanuel Macron, qui cherche finalement à tout bout de champ, avec l'administration Bercy en tête, à créer des nouvelles taxes. Un monde d'après du président Macron qui ne s'inscrit pas du tout en rupture avec ses prédécesseurs, mais plutôt dans une tradition pluriséculaire de taxation à la française. Après 20 ans de calcul du jour de libération fiscale, la date recule d'année en année sans que les alternances politiques n'y fassent rien. Le jour de libération fiscale, il recule d'année en année parce qu'on a depuis plus de 40 ans maintenant des budgets qui ont été votés en déficit par le Parlement, mais budgets proposés par les différents gouvernements. On se rend compte finalement qu'il y a tout un espèce de système au pouvoir et que quelles que soient les couleurs politiques,
Ils ont bien compris que pour mener leur politique, il fallait de l'argent. Et donc, on est dans une espèce d'irresponsabilité générale dans laquelle chacun essaie d'avoir toujours un peu plus de budget. Alors, c'est le département, c'est la région, c'est la commune, c'est l'État, c'est l'Europe, etc. Et puis, finalement, tant que les contribuables ne décrochent pas, c'est ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Donc, tant qu'ils acceptent, eh bien, l'histoire continue. Le consentement à l'impôt qui maintient donc à flot une oligarchie administrative française et une armée d'apparatchiks de tous bords politiques confondus qui se nourrit sur la bête ou plutôt sur le dos du contribuable. Un consentement à l'impôt qui pourrait cependant vaciller, comme l'a montré le ras-le-bol fiscal incarné par les Gilets jaunes, peut-être un signe avant-coureur d'une véritable révolte fiscale à venir. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les militaires français à nouveau visés. Lundi, un véhicule piégé a explosé à l'entrée de la vaste base militaire française de Gao dans le nord-est du Mali. 3 soldats français et estoniens ont été blessés. Ils ont été pris en charge par l'antenne chirurgicale de la base et leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon une source malienne, il y avait au moins 3 kamikazes dans le véhicule piégé et celui-ci était peint aux couleurs des véhicules de l'ONU. En juillet 2018, des soldats français avaient déjà été visés par une attaque à la voiture piégée à Gao qui avait fait 4 morts et une vingtaine de blessés. Nouveau suicide de policier. Ce mardi, un agent de la direction départementale de la sécurité publique de l'Isère s'est donné la mort près de Grenoble. Selon les forces syndicales, le père de famille, âgé de 49 ans, s'est suicidé avec son arme de service à son domicile. Il s'agit du 3e suicide de policier en moins de 48 heures et le 42e depuis le début de l'année. Une fillette échappe à un bombardement lundi alors qu'au moins 50 personnes ont été tuées après plusieurs raids aériens à Maret al-Nouman dans la région d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. La petite Batoul, ensevelie sous les décombres de son immeuble, est ressortie vivante. Un véritable miracle alors même que les frappes aériennes se sont accentuées ces dernières semaines dans cette région dominée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Des images inédites d'un peuple menacé d'extinction, les Awa, tribu isolée d'Amazonie au Brésil, ont été filmées par une ONG dans un contexte tragique pour ces autochtones. En effet, la survie de leur ethnie et de leur culture spécifique est directement menacée par les trafiquants de bois. Des trafiquants qui bénéficient d'une certaine indulgence du pouvoir en place de Jair Bolsonaro. En effet, ce dernier ne considère pas légitime le droit à la terre pour les peuples autochtones, dans la mesure où il contrevient au développement d'un secteur lucratif pour le pays. La crypto-monnaie de Facebook, Libra, déjà victime de faux comptes. Cette monnaie du géant du numérique s'est déjà vendue à travers des dizaines de faux comptes, alors même que son lancement n'est prévu que pour 2020. Facebook a finalement retiré ses faux comptes de son réseau, une arnaque dont se serait bien passé le plus gros réseau social, qui se voit déjà largement critiqué à travers le monde. Amazon fait un petit cadeau à ses clients à l'occasion du Prime Day, date des promotions réservées aux abonnés au service Prime. Le géant du commerce en ligne a connu un dysfonctionnement de son service. Ainsi, plusieurs articles du rayon photographie ont été proposés au tarif unique de 94,48 $ sur le site marchand. Parmi ces objets figurait un téléobjectif normalement commercialisé à 13 000 $. Sur ce dernier article, c'est donc une réduction de 99,3% qui a été appliquée après le bug informatique. Malgré ce geste commercial involontaire, Amazon s'est rattrapé sur le reste de son catalogue, puisque la firme a annoncé avoir vendu 175 millions d'articles dans 18 pays. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous emmène au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand? Alors ça, c'est une question épineuse et un débat bien français. Ça va être aussi l'occasion pour moi de me faire lyncher littéralement dans les commentaires, mais bon, ça, c'est les risques du métier. Car oui, après vous avoir conté l'histoire du Mont Saint-Michel dans un premier temps, je vais me mouiller, moi. Je vais vous donner une réponse parce qu'il n'y a rien de pire que ces émissions qui vous attirent avec une question polémique et qui vous pondent à la fin, ni oui ni non, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple et vous allez voir ça tout de suite. Ce soir, retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad reçoit l'ancien journaliste Jacques Lambert, spécialiste de l'antisémitisme dans l'art, et Éric Valin, auteur de Tuer l'Union européenne pour sauver
l'Europe. Tout de suite, retrouvez évidemment la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et c'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous n'avons pas de coq à Campagnol, je veux dire intramuros, à part celui du clocher. Pas de coq dans l'enceinte du village, c'est plutôt là-bas du côté des jardins. Mais naturellement, l'histoire de cette querelle qu'on a trouvée dans les journaux récemment et qui a fini au tribunal, parce qu'un citadin ne supportait pas le chant du coq, nous a fait beaucoup parler. Et je n'ai qu'à me faire l'écho de ce qu'on en a dit chez nous pour vous permettre de prolonger la réflexion, comme disent les chaînes d'information continue. Et alors d'abord la première chose que j'ai entendue, puisque nous n'avons pas de poulailler dans les minuscules jardins qui sont prisonniers des cours et des arrière-cours des maisons, c'est que les oiseaux ont tendance à chanter la nuit à cause de l'éclairage public et que ça résonne. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'un Parisien un jour chez nous dise, ou chez nous on dit plutôt un Toulousain d'ailleurs, ne proteste auprès de la mairie parce que ça fait du raffut la nuit. Puis chez nous, il y a aussi des sangliers partout. Il y a même une statue de sanglier en bronze dans un coin près de la salle des fêtes. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'un comité de touristes incommodé par la présence des têtes de sanglier, des pattes de sanglier, des effigies et des cartes postales de sanglier ne déclare que ça porte atteinte à la population. Quelle population, allez-vous me dire? Je sais pas, celle qui est contre la chasse ou contre les sangliers. Qu'est-ce qu'il y a, vous pensez à une autre? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. En tout cas, la population haletante a suivi dans le Midi Libre le déroulement du procès à propos du coq, qui s'appelait Maurice, paraît-il, et quand on a appris que les plaignants ne s'étaient pas présentés à l'audience ce jour-là en Charente, les gens au bar ont commencé à être très sévères avec eux en rapportant leur cas à celui des faux culs dont les méfaits n'épargnaient aucune communauté. Nous avions eu, nous aussi, une dame idiote, par exemple, qui toutefois n'est pas allée jusqu'au procès, qui protestait parce que le rosier énorme de sa voisine dépassait sur son mur et qui a écrit une lettre en protestant aussi contre les gens qui utilisaient l'espace public pour aligner des pots de géranium et d'hortensia contre leur maison. Mais au moins, cette dame avait le mérite d'affronter régulièrement le maire à ce sujet, le maire qui l'envoyait promener, mais elle lui parlait au moins en personne, tandis que là, le couple de plaignants au sujet du coq qui s'appelle Maurice, en Charente, a été jugé très sévèrement par la population de Campagnol pour n'avoir pas eu le courage d'aller exposer son point de vue dans la salle d'audience. Et Gustave a conclu, ça c'est des gens qui n'ont pas mesuré les conséquences de leur action. Là, ils vont probablement être contraints de vendre leur maison parce que plus personne ne voudra leur parler au village. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la force des villages, nous a-t-il dit, c'est la résistance instinctive. Quand une communauté se resserre comme ça autour de choses à défendre, il y a quand même un peu d'espoir. Le coq gaulois, finalement, n'est pas seulement un symbole de fierté, d'orgueil, etc., un emblème pour les équipes et les maillots de foot, c'est un symbole de la localité qui entend résister au règne de la généralité. Et là, j'ai l'impression que Maurice, le coq charentais, pourrait devenir un symbole national. À la rentrée, par exemple, des gens pourraient lui enfiler un gilet jaune. Ça tombe bien, a dit quelqu'un en lisant le Midi Libre, le jugement est attendu le 5 septembre. Eh bien, nous n'allons pas le rater. Abonnez-vous, merci. Un rapport passionnant a été publié par le Congrès américain sur les souffrances et maltraitances enfantines. Un rapport tellement passionnant qu'il n'y a aucun risque que nous en entendions parler dans nos grands médias. Jugez plutôt. Le rapport en question nous explique que, pour un enfant, il n'y a rien de mieux que ses vrais parents. Que dit donc ce rapport ?
Quand l'enfant vit avec ses parents biologiques, c'est là qu'il est le moins susceptible d'endurer de mauvais traitements, des violences ou des négligences. Ainsi, moins de 3 enfants sur 1000 vivant avec leurs parents biologiques sont soumis à des violences. En revanche, le chiffre grimpe à près de 60 pour 1000 pour les mauvais traitements quand l'enfant vit avec un seul de ses parents et un autre adulte qui n'est ni son père ni sa mère, qu'il vit donc dans une famille recomposée, toujours brandi comme le modèle de la société cool, sympa, en mouvement, en marche vers la modernité. Il paraît qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, nous explique-t-on, mais seulement une corrélation des faits. Tiens donc, comment peut-on nier le bon sens à ce point ? Le propre de l'idéologie est toujours de nier l'évidence, car les choses sont simples. Quand une mère porte son enfant, un enfant qu'elle a conçu avec un homme, le père, avec qui elle vit de manière stable et durable, toutes les conditions sont réunies pour que puisse s'épanouir pleinement l'attention au plus petit de 3, c'est-à-dire à la chair de leur chair. Qu'y a-t-il là de scandaleux à rappeler cette vérité aussi solide que du roc ? Maintenant, plongeons dans le meilleur des mondes. Un enfant conçu au moyen d'un mélange de cellules indéterminées. Un enfant porté 9 mois dans un corps qui lui est étranger et qu'il ne connaîtra pas. Un enfant élevé par des individus, hommes ou femmes ou les deux, qui se retrouvent être ses prétendus parents par une somme de circonstances plus ou moins obscures, avec de l'argent, avec de la manipulation génétique, avec du caprice, avec du changement d'identité, ou que sais-je encore. Ça peut marcher, tout est possible à l'humaine condition. Mais toutes les conditions sont surtout réunies pour que ça ne marche pas. Et le drame, c'est que ce sont les plus petits qui font les frais, parfois de manière terrible, de ces combinaisons délirantes. Il est donc parfois utile d'avoir les quelques chiffres que je citais tout à l'heure pour rappeler que jouer cyniquement avec l'ordre naturel de la famille et de la société peut être lourd de conséquences. Cela dit, ce rapport du Sénat américain est taché d'une tâche originelle. Il vient de l'Amérique du diable Trump. Il est donc nul et non avenu. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.